on va parler du riz avarié. Le riz avarié. Le riz avarié, l'image a fait le tour du monde. Et c'est aussi là aussi un scandale. C'est aussi un scandale et qui doit interpeller notre conscience, la conscience de tous les Togolais. Et c'est un sujet que j'aborde en deux étapes. D'abord, la partie qui concerne les gens qui sont allés chercher le riz au dépotoir. Et ensuite, la société qui a jeté ce riz avarié. Je pense que la brasserie de Lomé Bébé a sorti un communiqué pour dire que c'est eux qui avaient déversé ce riz, qu'ils étaient en instance de le détruire et que les choses n'ont pas marché comme ils le souhaitaient. Et que, je ne sais pas, un communiqué est sorti comme ça de la brasserie du Bénin. Et il y a mon grand frère François Sopavi qui a fait une réflexion assez intéressante. J'étais bousculé toute la semaine, mais je l'ai lu rapidement en diagonale, dans lequel il disait le fait même que la brasserie de Lomé aille déverser ce riz sur ce dépotoir et tenter de le détruire prouve que on a un gros souci du traitement des déchets dans notre pays. Ça aussi, c'était notre désert. Le traitement des déchets dans notre pays. Nous sommes de plus en plus dans un monde moderne. Comment on traite les déchets au Togo? Les déchets industriels, les déchets des centres de santé, les hôpitaux, les usines. Comment on recycle ou on traite ces déchets-là? Dans d'autres pays, une société comme la brasserie devait avoir un incinérateur. Et ça, François Sobavi l'a dit. Il devait avoir un incinérateur. Dès qu'il y a des déchets, comme du riz avarié, on met ça dans l'incinérateur. On incinère le riz et on récupère la poudre et on jette. Il en est de même dans d'autres sociétés. Ils doivent avoir un incinérateur. Mais quand vous avez une société comme la brasserie de Lomé, qui fait beaucoup de milliards sur le dos des Togolais, vous savez que la brasserie, au départ, était une société allemande qui l'a revendue au groupe Castel. Et le groupe Castel, c'est le plus grand groupe qui s'est installé aujourd'hui en Afrique, qui est un groupe français, qui s'est installé en Afrique un peu partout et qui fait beaucoup de milliards. Et comme c'est la bière qui coule à flot en Afrique, vous avez des gens qui, par l'hypocrisie, ne veulent pas dénoncer. J'ai toujours dit, quand je parlais par exemple du panafricanisme, je disais que je ne partageais pas certains aspects de leur combat. J'ai dit, voilà un sujet sur lequel vous n'entendrez jamais les panafricanistes. Pourquoi? Parce que la bière fait l'affaire de tout le monde. Mais c'est à travers ces sociétés, par exemple, ce n'est même plus les Bolloré, que la France se fait beaucoup d'argent en Afrique. Allez taper sur Internet le groupe Castel. Vous allez voir comment ils sont partis et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui en Afrique. Et que c'est l'Afrique qui fait 80% de leur fortune dans le monde. Et le groupe Castel est installé dans tous les pays africains. Ils ne font pas seulement de la bière dans d'autres pays, ils font les boissons gazeuses, ils font de l'eau. Vous les avez dans les pays sahéliens. Mais aucun responsable de ces pays sahéliens n'a jamais dit au groupe Castel de partir. Et pourtant, elle est française. Même au Burkina, on a même mis des taxes pour financer la guerre sur la bière. Et donc, la bière est la chose qui est la moins dénoncée en Afrique. Y compris ceux qui se battent contre tous les intérêts occidentaux. Parce que la bière, elle arrange tout le monde. En commençant par les Camerounais, et puis en plus dans notre pays. Tant que les gens se saoulent et que les gens sont tranquilles, les dirigeants sont tranquilles. Et vous verrez que personne n'ouvre le dossier de la bière. Mais la bière, non seulement elle détruit la jeunesse africaine, mais aujourd'hui, on voit bien que les entreprises de bière n'ont aucun état d'âme. Pour eux, c'est le profit qui les intéresse. Alors, la brasserie de Lomé, qui est devenue, dans laquelle les Nyasimbe ont des actions, ça aussi il faut le préciser. La brasserie de Lomé
depuis le temps des Allemands, les Gnassingbé ont des actions dans cette société. Et ces actions ont été récupérées après par Fort Gnassingbé. Donc, à chaque fois que vous achetez une bière et que vous buvez un diamant, avant c'était la bébé, maintenant diamant, tout ça, vous enrichissez les Gnassingbé. Puisqu'ils sont actionnaires dans les deux sociétés. Ils sont actionnaires dans la brasserie du Bénin et ils sont aussi actionnaires dans la SNB. Puisque la SNB, c'est l'argent de la Caisse nationale de sécurité qu'on a pris pour aller créer une société privée pour faire le commerce de la bière et on ne sait pas à qui la SNB rend fondamentalement compte. Mais quand vous allez là-bas, ce sont les intimes de Fort qui contrôlent la SNB. Mais en même temps, ils ont des actions à la brasserie du Bénin. Et la brasserie du Bénin, depuis la nuit des temps, est la société qui pollue la nappe phréatique vers Toblecop et là-bas. Vous connaissez Adjuba. Nous, quand on était tout petit, parce que moi, ma mère vendait à la brasserie de Lomé quand elle n'était pas encore ce qu'elle était aujourd'hui et que et que l'état-major n'était pas encore clôturé. Donc, nous, quand on était tout petit, on allait nous baigner dans les eaux usées que la brasserie déversait dans un ravin quelque part là-bas, derrière l'usine à l'époque. Mais après, la brasserie a dirigé ces eaux usées vers Adjuba. Vous connaissez Adjuba. Après motocross là-bas, il y a une rivière. Il y a une rivière qui serpente entre les résidences là-bas qu'on appelle Adjuba, derrière Dokita-Lafia ou bien dans les encablures de Dokita-Lafia là-bas, il y a une rivière qui s'appelle Adjuba. Les gens appellent généralement le quartier Adjuba, mais c'est une rivière qui a donné son nom à ce quartier-là. Nous, quand on était tout petit, on allait se baigner dans la rivière quand on faisait motocross parce que il y avait la sourate et donc nos parents travaillaient à la sourate, donc nous, on avait accès à la rivière. Donc, je parle des années 83, 82, 84, dans les années 80. Et donc, la brasserie déversait déjà les eaux usées dans la rivière Adjuba. Et pourtant, dans cette zone, Adjuba est là où il y a le grand dépotoir à côté du motocross. C'est là où se trouve en réalité la nappe phréatique qui sera pompée l'eau pour alimenter Lomé. Ce tas d'ordures que vous voyez à côté de motocross est sur la nappe phréatique qui sert à alimenter Lomé en eau. Ça veut dire que la nappe phréatique même, là-bas, est menacée de contamination. Donc, la brasserie déversait déjà ses eaux usées dans la rivière Adjuba. Je ne sais pas ce que les environnementalistes en ont dit, je ne sais pas ce que le ministère de l'Environnement a dit, je ne sais pas ce que le ministère de la Santé a dit, parce que ça pose des problèmes de santé publique. Donc, je ne suis pas surpris aujourd'hui que ces gens qui n'ont jamais été inquiétés après avoir déversé pendant des années des eaux usées dans les rivières puissent aller jeter du riz avarié sur les dépotoirs. Puissent aller déverser du riz avarié sur les dépotoirs. Alors que ça ne coûtait rien à la brasserie de Lomé avec les milliards qu'ils font sur la bière d'acheter un incinérateur et d'incinérer leurs déchets à l'intérieur de la brasserie. Rien ne les empêchait. Rien ne les empêche parce qu'ils ont de l'argent. Donc, c'est à l'État de leur fixer les normes. Les normes sur le respect de l'environnement, les normes sur les questions de santé publique. Mais maintenant, les Gnassingbé sont co-actionnaires de la brasserie de Lomé. Une fois qu'eux, ils prennent leurs dividendes, ils s'en foutent du reste. Une fois qu'ils prennent leurs dividendes, puisqu'ils siègent au conseil d'administration, puisqu'ils sont actionnaires, je ne sais pas qui a récupéré les actions de leur part, de Yadema, si c'est Fort, si c'est un autre membre de la famille qui a récupéré les actions. Mais les Gnassingbé sont actionnaires dans la brasserie du Bénin depuis la nuit des temps, depuis le temps des Allemands. Ils sont actionnaires. Avant de créer la SNB, qu'ils contrôlent totalement, ils étaient actionnaires. Ils le sont encore. Alors pourquoi ils se taisent? Parce que ça pose les conflits d'intérêts. C'est la raison pour laquelle on revient toujours à la même question. Déclarez vos biens. Si aujourd'hui on a des dirigeants qui ferment les yeux sur les attitudes d'une société comme la brasserie de Lomé, c'est parce que nos dirigeants ont des actions dans cette brasserie. Donc ils ne peuvent pas se faire harakiri. Ils ne peuvent pas se faire harakiri. Ils ne peuvent pas
dénoncer une boîte dans laquelle eux-mêmes ils sont actionnaires. C'est ça la réalité. Donc, la brasserie de Lomé qui va déverser du riz avarié sur ce dépotoir. Mais il n'y a pas que ça. Ça, ce n'est que l'aspect visible de l'iceberg. Ce n'est que l'aspect visible de l'iceberg. Comment ce riz avarié est rentré au Togo? Comment ce riz avarié est rentré sur le territoire? Nous avons des services phytosanitaires, nous avons la douane, nous avons les renseignements de la douane, nous avons des services au port. Comment ce riz avarié est rentré sur le territoire? Ou bien c'est un riz propre qui est rentré, la brasserie l'a stocké pendant longtemps avant d'aller le jeter? Ou comment ça s'est passé? Puisque aujourd'hui, au Togo, il y a énormément de marchandises avariées qui rentrent dans notre pays. Les boîtes de conserve, les tinapa, les sardines, les huiles qui sont totalement... Mais il y a des gens qui ont la mauvaise surprise. La mauvaise surprise des commerçants au Togo qui ont acheté des cartons de boîtes de conserve, des tomates, des sardines, des tinapa, qui mis au magasin, ont commencé par générer des verres. Il y a des verres qui ont commencé par sortir de ces boîtes. Les boîtes ont commencé par s'éclater. Et les gens ont vu dans les boîtes, le fond de ces boîtes-là, c'est totalement noir. Que ce soit les sardines, que ce soit ce que nous appelons tinapa, la boîte qu'on appelle tinapa, et les huiles sur lesquelles vous voyez que sans cholestérol, tout ça là. Les gens ont retrouvé des choses dans... Les boîtes sont noires. Et ça abonde partout dans le pays. Comment est-ce que ces choses-là franchissent la frontière? Ça franchit la douane comment? Ça franchit les services phytosanitaires comment? Comment ces boîtes de conserve pourries se retrouvent dans le pays? C'est la problématique. C'est la problématique. Comment ces choses-là se retrouvent dans le pays? Qui les importe? Qui importe ces choses-là? Comment ces choses passent la douane? Comment ça passe les services de contrôle, les services de santé? Comment est-ce que ces choses se retrouvent sur notre territoire? Comment? Et qui sont les importateurs? Et quelles sont les sanctions qui leur sont infligées? Effectivement, le lait concentré aussi. Le lait concentré aussi. Les laits piques, les laits concentrés, les boîtes de sardines, les boîtes de tinapa, tous les conserves. Vous les gardez quelques semaines, ça commence par pourrir, ça génère des vers. Et ça, c'est le Togo. C'est ce que nous mangeons au Togo. On a un État qui n'est même plus capable de nous garantir la sécurité alimentaire. On a un État, un gouvernement qui n'est plus en mesure de sécuriser ce que nous mangeons, de contrôler ce que nous mangeons. Et pourtant, nous avons un chef d'État qui était en Chine qui a dit « Nous voulons bâtir un État fort ». C'est quoi un État fort? C'est quoi un État fort? Un État fort, c'est un État qui se donne les moyens de contrôler son territoire, de contrôler tout sur son territoire, ce que les gens mangent, ce que les gens boivent, les produits que les gens prennent. C'est un État fort, ça. Comment tout ça, ces choses-là rentrent au Togo? Et vous vous étonnez qu'à Lomé, il y a des jeunes qui meurent. Il y a aussi les boissons énergisantes, tout ça. Il y a des gens qui font des AVC, il y a des gens qui font la dialyse, il y a des gens qui font ci, qui font ça, qui font des crises et qui meurent. L'État n'est plus capable, n'est plus en état de protéger les citoyens. Est-ce que les services phytosanitaires au port autonome de Lomé continuent de travailler et vérifient ce qui rentre sur le territoire? Est-ce qu'ils ont le matériel? Est-ce qu'ils ont les moyens? C'est ça la réalité. Donc, derrière l'histoire de ce riz avarié qui a été déversé sur la place publique, c'est comment on contrôle ce qui rentre dans notre pays. En termes de nourriture, en termes de médicaments, tout ce qui rentre dans notre pays et qui sont susceptibles d'être consommés, qui les contrôle? Quel est le service qui est habilité à la contrôler? Est-ce que ces services ont les moyens? Est-ce que l'État associe la société civile à ce travail-là? Il y a des associations de consommateurs qui sont pleines aujourd'hui au Togo. Il y a des organisations de consommateurs qui sont là. Est-ce qu'on les associe pour contrôler les nourritures qui rentrent sur le territoire? Est-ce qu'il y a des commissions mixtes pour réglementer ça? C'est ça le rôle d'un État. C'est ça la responsabilité d'un gouvernement qui veut protéger ses citoyens. C'est ça. Mais Ford, lui, s'en fout. Parce
Parce que tout ce que l'huile mange, ça vient de l'extérieur. Hein. Ces produits frais viennent de... Ces produits frais, les produits frais que Ford consomme, ça vient d'Italie ou de la France. Si vous ne le savez pas. Tout ce que l'huile consomme, ça vient de l'extérieur. À moins qu'il ait envie de consommer un peu local, on lui fait un peu de local. Mais tout ce qu'il consomme majoritairement, ça vient de l'intérieur. En vol spécial. En vol spécial. Donc les Togolais, eux, peuvent manger n'importe quoi. Après, vous avez des gens qui développent les maladies, les cancers, les AVC, tout ça. Parce que c'est ce que nous mangeons qui détruit notre organisme. C'est ça. Et que l'État est totalement, l'État a totalement failli. L'État a totalement failli. Les dirigeants, ils s'en foutent. Hein. Jusqu'à leurs enfants, hein. Ils achètent les chocolats, les petits pains, tout ça, ils achètent ça en France. Hein. Ils achètent ça en Europe. Surtout en France. Parce que là, les vols sont réguliers. Ils achètent tout en Europe. Hein. Les produits frais. Je vous dis, les produits frais. Ça vient de... Ça vient... Mais attends, c'est choisi. Donc, Ford ne mange pas les laitues que vous produisez, je ne sais pas, sur la route du port là, je ne sais pas, vers Sarakawa, je ne sais pas quoi. Ils ne mangent pas ça. Ces ministres non plus. Ils commandent tout de la France. Ou de l'Italie. Donc, s'ils mangeaient comme nous, ils devaient se soucier de notre santé. S'ils mangeaient les mêmes choses que nous, ils devaient se préoccuper de ce qui rentre dans le pays, de la qualité de ce qui rentre dans le pays. Mais c'est des gens qui sont en haut de la pyramide. Et le peuple est en bas. La plèbe est en bas. Eux, ils sont en haut. C'est comme on a connu au temps de la Révolution en France. On a connu tout ce que... la pyramide de la classification. Ils sont en haut d'en haut. Ils s'en foutent. S'ils mangeaient, ils buvaient à la même source que les populations, ils devaient s'inquiéter de la qualité des nourritures qui rentrent. Ils devaient s'inquiéter. Et donc, ce n'est pas exclu que les sardines dont on parle là, les tinapa dont on parle là, ces choses-là, vous les retrouvez chez les vendeurs de cons, chez les vendeurs de je ne sais pas quoi, d'attiqués, tout ça. Parce que ces gens-là, quand les choses sont gâtées, il suffit de les laver et puis ils vont les utiliser pour vous préparer à manger au bord des routes. Personne ne contrôle rien. Les huiles avariées, les tinapa avariées, les cubes avariés, toutes les boîtes de conserve avariées, le commerçant, il ne le jette pas. Il va l'ouvrir, il va voir comment il va gagner là-dessus. Ils vont vous servir ça là où on vend du con, là où on vend de Aïmolo, là où on vend à Tchèque, là où on vend je ne sais quoi. Ils vont vous vendre ça là-bas. Alors que ce produit est déjà infesté. Le commerçant lui cherche du profit. Il cherche du profit. Donc lui, la boîte est périmée, c'est pas périmée, il s'en fout. Ça produit des verres, ça ne produit pas des verres, il s'en fout. Il va laver et il va utiliser ça pour vous faire manger ça au bord de la route. Et on n'a même plus de service d'hygiène à Lomé pour contrôler quoi que ce soit. Il n'y a plus rien, personne ne contrôle plus rien. Tout le monde prépare n'importe quoi et va au bord de la route et tout le monde mange à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté, tout le monde mange au bord de la route. Et les gens mangent n'importe quoi. Après, on s'étonne que les gens meurent. AVC par ici, maladie de rein par là, crise cardiaque par là. Et c'est les jeunes. Ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité des gouvernants, de ceux qui gouvernent le pays. C'est à eux de protéger les citoyens de tout ce qui rentre dans le pays. C'est eux qui sont responsables. Regardez le nombre de bars. Les bars qui sont créés au Togo. Regardez les bars qui sont partout. Quel gouvernement sérieux peut autoriser ça? Maintenant, après les bars, c'est les jeux de hasard. Les jeux de hasard que Ingrid est en train de multiplier partout. Depuis qu'elle est devenue présidente du conseil d'administration de la Lonato, ils ont commandé plein de machines de jeux qu'ils ont distribuées à tous les barons et à leurs proches. Ils ont installé les machines de jeux de Lonato partout. Donc, quand tu vas boire la bière, quand tu vas jouer aux jeux de hasard,
tu finis dans une chambre de passage avec une dame et tu as toutes les chances d'avoir un AVC, d'attraper une maladie, de faire ci, de faire ça. Donc, comme il y a la boisson, il y a la bière, il y a les chambres de passage. Donc, c'est une société en dépravation. Les X-Bet, les jeux de hasard, un peu partout. Les gens se font de la fortune sur la misère du peuple. Comment est-ce qu'un État normal peut multiplier les coins de jeux de hasard partout pour une jeunesse? Or, dans la Constitution, il est dit que l'État protège la jeunesse de toutes les manipulations. En tout cas, l'ancienne Constitution, je ne sais pas ce que dit la nouvelle. Dans la Constitution, il est dit que l'État protège la jeunesse de toutes les manipulations. La Lonato est devenue un distributeur automatique des machines de jeux dans tous les quartiers. Et vous voulez que ce pays se relève comment? Tout ce qui est dépravation, c'est ce qui marche au Togo. Vous voulez que le pays se relève comment? Le sexe, la boisson, les jeux de hasard, la fraude, la corruption, tous les secteurs c'est ça. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça se relève? Dès que quelqu'un trouve un peu d'argent, c'est le sexe. Donc, il y a aussi l'infidélité partout. Les gens couchent avec les mêmes filles. Ils se partagent les mêmes filles. Le prosélytisme. Puisque c'est ce que ceux qui sont au sommet de l'État font. Donc ça se répercute sur la population. Puisque c'est l'exemple qui vient d'en haut. C'est ce qu'ils font en haut, c'est ce que les gens font aussi en bas. Quand vous avez des enfants, et que vous êtes un père de famille, et que vous êtes un voleur, vos enfants vont apprendre à voler. Quand vous êtes un père de famille, et que vous êtes un assassin, vos enfants, vous regardant tuer, vont devenir demain des tueurs. Parce qu'ils ont grandi dans cet environnement criminogène. Ils ont grandi dans cet environnement de sang. Quand vous êtes malhonnête, vos enfants vont apprendre à être malhonnêtes. C'est ça la réalité. C'est ce que nous transmettons à nos enfants. Donc, c'est ça qui marche dans le pays. Et ça ne choque plus personne. Dès que quelqu'un trouve un peu d'argent, ah oui, je tire une go, on va dans un hôtel, dans une chambre de passage, ceci, cela. Les maladies, on s'en fout. Et pourtant, il est dit dans la Constitution que l'État protège la population, la jeunesse, de toute forme de manipulation. Les jeux de hasard, c'est une manipulation. Les jeux de hasard, c'est une manipulation. En fait, l'année dernière, la Lonato a commandé 1000 machines de jeux de hasard. 1000 machines. La Lonato a commandé 1000 machines de jeux de hasard. Et pour se partager ces machines-là, c'était la guerre entre les barons. On distribuait aux barons, selon la fidélité que vous avez, 1000 machines qu'ils ont commandées, qu'ils ont distribuées sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que vous allez dans tous les petits coins à Lomé aujourd'hui, il y a une machine de Lonato qui est quelque part. Et les enfants, eux, ils n'ont même pas fini de jouer les X-Bet et les Konami. Ils sont maintenant dans les machines de Lonato. Les femmes aussi jouent Lonato. Les femmes jouent X-Bet. Vous imaginez? Hein? Vous donnez l'argent à votre femme d'aller faire le ravitaillement pour la popote. Elle va jouer jeu de hasard. Et ça crée des problèmes dans les couples. Vous donnez l'argent à votre femme de faire un petit commerce. Elle va jouer jeu de hasard. Elle va jouer Lonato. Et ce sont les dirigeants qui encouragent ça. Les dirigeants ne construisent pas des bibliothèques. Ils ne construisent pas les centres de loisirs. Ils ne construisent pas les théâtres. Ils ne construisent pas des trucs. Mais ils sont en train de multiplier les jeux de hasard. Et ceux qui jouent maintenant plus à Lomé, ce sont les femmes qui jouent les jeux de hasard. Et nous disons que nous avons des dirigeants visionnaires. Patrice Talon était à Paris il y a quelques jours. Il n'est même pas encore parti pour la francophonie. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis dans un avion tous les artistes, les grands artistes béninois, plasticiens. Et ils sont arrivés à Paris, à la conciergerie. Ils ont exposé l'art béninois à la conciergerie, en marge des activités de la francophonie. Il fait, c'est-à-dire un chef d'État qui se transforme en VRP de ses propres artistes et de la culture béninoise. Il a fait venir tous les artistes béninois, les plasticiens, de tout genre. Ils sont en train de faire une exposition à la conciergerie. Et lui-même, il était le VRP
Il était avec Macron, il se promenait de stand en stand et il expliquait hein, la symbolique des statues, ce que ça représente dans le Bénin, la culture. Voilà un chef d'État qui fait la promotion de la culture de son pays, des artistes de son pays. Il a fait venir en France 40 artistes pour la promotion de la culture béninoise. Nous n'investissons pas dans ces choses-là. On investit dans les jeux du hasard, dans le sexe, dans les hôtels, dans les chambres de passage, dans la bière. C'est ça qui marche le plus au Togo. C'est ça qui marche. Donc, cette société est totalement déstructurée. Nous n'avons plus aucun ressort de moralité dans notre société. On n'a plus rien. Conséquence, aujourd'hui, tous les jeunes sont en train de partir. Là, on est en période de l'autovisa. Même les chefs de village sont en train de jouer l'autovisa. Les barons sont en train de se cacher pour jouer l'autovisa. Même leurs fils. Dans un pays où les chefs de village et de canton sont en train de jouer l'autovisa, vous imaginez ce que c'est? Vous imaginez le désespoir? Les chefs de village actuellement, là, on est au mois d'octobre, ils sont en train de jouer l'autovisa. Vous-même, vous voyez l'engouement de l'autovisa, comment les gens s'alignent pour jouer l'autovisa. C'est comme la ruée vers le départ, tout le monde veut partir. Les chefs même de village partent, qui va rester dans le village? Les chefs de village sont en train de jouer l'autovisa. Actuellement où je vous parle là, tout le monde est en train de jouer l'autovisa. Les chefs de village en premier, chef canton, chef de village, chef de quartier, ils sont en train de jouer l'autovisa pour partir. Et la jeunesse, dans le combat, le langage des jeunes dit l'autovisa, mon combat. C'est ça. Un pays comme ça, à quel avenir? Un pays comme ça, à quel avenir? Des chefs de village, des chefs cantons, des chefs de quartier en train de jouer l'autovisa. Les jeunes, oui, on comprend. Les jeunes, ils sont fatigués, ils veulent partir. Les chefs de village, ça veut dire que les villages même, le chef de village même, il a vendu toutes les terres, il n'y a plus rien à vendre, donc il veut partir. Il veut partir. Tous ces gens sont en train de jouer l'autovisa. On est en octobre. Les cabinets, les bureaux vont jouer l'autovisa, c'est plein à craquer. Même les barons sont en train de jouer. Leurs enfants sont en train de jouer. Même ceux qui sont des fonctionnaires sont en train de jouer. L'autovisa. L'autovisa, mon combat. Notre pays est en déconfiture totale. À cause d'une poignée d'individus. Une poignée, une minorité, comme eux-mêmes ils ont bien le défini. Une minorité qui est en train d'enfoncer le pays tous les jours. Donc, pour revenir sur la question du riz avarié, j'ai parlé de la société et de ce qui se cache derrière. Maintenant, le fait de voir les Togolais, des Togolais sur un dépotoir, en train de se bagarrer pour récupérer du riz avarié, qu'est-ce que ça me dit, nous Togolais? Qu'est-ce que ça me dit? J'ai vu des gens qui tentaient de minimiser ou de justifier ça. Qu'est-ce que ça me dit, nous les Togolais, que nos propres frères, nos mamans, nos sœurs se retrouvent sur un dépotoir en train de se bagarrer pour récupérer du riz avarié? Ça nous dit quoi en tant que Togolais? Ça fait notre fierté. Ce pays doté de tant de richesses, ce pays qui a des richesses, ce pays qui a énormément d'opportunités, ce pays qui a tout. Même les pays en guerre, même les pays qui sont en guerre, quand on jette la nourriture, les gens ne vont pas ramasser sur les poubelles. C'est vrai que là où il y a des sans-abri, de temps en temps, les gens jettent des choses et quand quelque chose est récupérable, les gens vont récupérer. Mais là, on a affaire à une masse d'individus, des gens qui étaient nombreux, ce n'est pas 2, 3, 4, 5 personnes, des gens qui étaient nombreux avec des bassines, sur un dépotoir, en train de ramasser du riz avarié. Faure Gnassingbé, vous avez vu ça en tant que président? Vous avez une conscience? Vous avez vu ça? Vous avez vu vos compatriotes qui étaient sur un dépotoir en train de ramasser du riz pour aller manger à la maison? Qu'est-ce que ça vous a dit en tant que chef d'État? Vos ministres là, ça vous dit quoi? Vos femmes qui sont au gouvernement là, je ne sais pas qui elles sont, ça vous dit quoi? Vous les femmes qui sont au gouvernement là, vous avez vu vos mamans, vos soeurs sur les dépotoirs en train de ramasser du riz, ça vous dit quoi?
Ça veut dire que le niveau de détresse de ce peuple est inimaginable. Ça veut dire que la misère a atteint un niveau incroyable au Togo. Et ça doit même être un indicateur du danger que vous courez. Le jour où, au Togo là-bas, il y aura un bouleversement général là, aucune de vos maisons, je parle de vous les barons, les dirigeants, la manière dont ce peuple a fait là, aucune de vos maisons ne va résister à la furie de ce peuple. Ça doit vous réveiller. Ça doit être alarmant pour vous. Que si ce peuple a autant faim et est obligé d'aller sur un dépotoir pour ramasser du riz, le jour où ce peuple aura l'opportunité de découdre avec vous, aucune de vos maisons, vos biens ne va tenir debout. Les gens vont raser tous vos biens. Ça doit être un indicateur qui doit vous faire peur. Vous devez avoir peur que demain, si ce peuple se réveille pour rentrer dans ses droits, non seulement il va vous couper les têtes, mais ils vont réduire à néant toutes vos réalisations. Regardez ces femmes. Regardez ces mamans qui sont allées ramasser ce riz avarié pour pouvoir manger à la maison. Pendant ce temps, vous sortez de l'argent du pays pour garer vos comptes bancaires à Singapour, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France. Vous sortez de l'argent du pays tous les jours. Pendant que votre peuple est en train de crever de faim. Ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Et vous êtes des gouvernants? Vous êtes fiers d'être aux commandes de ce pays? Vous êtes fiers d'être des dirigeants de ce pays où le peuple va faire les poubelles pour manger? Vous êtes fiers de suivre ces vidéos-là, ces images-là? Vous allez être fiers? Vous tirez une quelconque fierté en tant que gouvernant? Vous n'avez pas de conscience? Vous n'avez pas de conscience? Est-ce que vous savez que à Lomé là-bas, dans les quartiers de Décon, à Goué, sous les ponts là-bas, il y a beaucoup de sans-abri qui dorment là-bas? Est-ce que vous savez que des gens, ils font la mendicité tous les jours pour pouvoir vivre? Parce qu'ils n'ont rien. Ce n'est pas des mendiants classiques, c'est des gens qui n'ont rien. Qui n'ont même pas 100 francs par jour pour vivre. Ils sont obligés de faire la mendicité. Est-ce que vous savez qu'il y a plein d'étudiants au Togo, à Lomé, à Kara, qui se prostituent pour pouvoir vivre et payer leurs études? Est-ce que vous savez ça? Vous en avez même parmi elles. Vous avez des maîtresses parmi ces étudiantes. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui font le trottoir? Vous savez qu'il y a plein d'étudiantes qui font le trottoir à Lomé, à Kara pour pouvoir survivre? Vous savez ça? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Parce que tant que vous êtes chez vous, gardez pas vos soldats, vous vivez bien, le champagne coule à flot, vous avez vos trucs, après vous organisez les partous entre vous, tout ça. Puisque c'est dans ça que vous excellez. Tant que vous êtes dans ces conneries-là, vous regardez le peuple d'en haut. Avec vos femmes qui n'ont aucune dignité. Vous couchez avec elles à tout de rôle. Elles savent tous, mais elles sont toujours ensemble avec vous. Vous n'avez aucune dignité. Mais ce peuple-là, il est à bout. Ce peuple, il est à bout. Et à un moment donné, il arrivera un moment où les fusils, les gaz lacrymogènes ne vont pas arrêter la furie de ce peuple. Parce que ce peuple n'a plus rien à perdre. Il a déjà tout perdu. Continuez pas à jouer avec le feu. Continuez pas à dire que ça ne se passera pas. Continuez pas à dire que rien n'arrivera. Vous verrez le jour que ça va arriver. C'est pour cela que les jeunes qui se bousculent pour soutenir ce régime-là, j'ai l'habitude de vous dire que on ne soutient pas un régime qui a déjà fait 57 ans. Un régime qui a fait 57 ans, il est plus à la porte de sortie qu'au départ. Un régime qui a fait 57 ans est plus en train de s'écrouler. C'est un régime qui n'a pas d'avenir. Donc vous les jeunes là, qui vous mettez votre poitrine devant, vous dites oui, nous on soutient le chef de l'État, on est avec fort, il ne se passera rien. Vous risquez de ne pas vivre demain au Togo, parce que les événements peuvent vous surprendre. Vous risquez demain de courir comme des petits lapins,
Parce que tu peux basculer à tout moment. C'est un régime qui n'a pas d'avenir. C'est un régime qui n'a pas de lendemain. Que nous soyons vivants ou pas. Mais c'est un régime qui n'a pas d'avenir. C'est un régime qui ne tiendra pas longtemps. Moi, je ne sais pas quel jour ils vont s'écrouler. Je ne suis pas Dieu, mais ils peuvent tomber à tout moment. Et vous qui mettez votre poitrine devant, vous qui jouez je sais pas, les petits boucliers du régime. Ouais, nous on est là, il n'y aura rien, on est bleu, on est avec UNIR. Le jour où les événements vont vous surprendre là, et c'est peut-être bientôt, vous verrez. Surtout vous les jeunes, hein. Les vieux, ils ont déjà fait leur part. Ils sont en train de mourir à un. Vous voyez les prés qui sont morts aujourd'hui, il y a d'autres qui sont morts hier, tout ça. Ils sont en train de partir. Eux, ils sont restés jusqu'au bout. Mais vous, les jeunes, je vois des petits aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de soutenir l'ignominie, en train de soutenir ce qui est insoutenable. Alors que dans leur localité, dans leur village, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de boulot. Vous soutenez ces gens-là. Le jour le régime va s'effondrer. Lomé là même sera petit pour vous. Le Togo sera petit pour vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ce peuple a été tellement blessé. Ce peuple a été tellement martyrisé que le jour où ça va être ce jour-là, si vous ne faites pas attention, dans vos quartiers, les gens ils vont vous chercher. Même si ce sont vos amis qui vont vous chercher dans vos quartiers, vous serez surpris. Vous qui mettez vos poitrines devant là, sur les réseaux sociaux, vous qui mettez vos poitrines devant, visage découvert, sur les réseaux sociaux, vous savez, vous les jeunes là, ceux qui tuent pour le régime là, personne ne les connaît. Hein. Le régime, lui, les connaît. Mais ceux qui tuent pour le régime, vous avez vu ceux qui sont allés tabasser les gens dans l'histoire de Sanya là, personne ne connaît leur visage. Hein. Ceux qui assassinent pour le régime, personne ne connaît leur visage. C'est des gens qui agissent dans l'ombre. Les enquêtes demain permettront de les arrêter, de savoir qui ils sont. Mais ils ne viennent pas s'afficher sur les réseaux sociaux en montrant leur poitrine, en étant sur TikTok, en disant oui, nous c'est fort ou rien. Fort est un homme. Il peut dormir aujourd'hui et ne pas se réveiller demain. Fort, c'est un individu, c'est une denrée périssable. Il peut dormir aujourd'hui et ne pas se réveiller demain. Donc, faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Un régime qui a 57 ans de règne n'a pas d'avenir. Mais vous, les jeunes, vous avez de l'avenir. Si vous soutenez les gens qui n'ont pas d'avenir, le jour où ils vont s'effondrer là, ce sont vos propres frères de quartier qui vont faire la peau. Ce sont vos propres frères dans vos quartiers qui vont faire la peau. Prenez-le quand vous voulez. Je ne suis pas en train de faire de la prophétie, mais vous voulez qu'enfant n'amiez. Il y a un jeune qu'on a réseau dit, à nos TikTok dit, à nos joamo, à nos blambés, les bakou forts, les coups de major. Miaweni mawa. Amiga vous les famille mais pour mia. Miaweni mawa. Faut la gbeto benye, il a dit dans le gbeso ma fondé. La preuve à moi les dans on les fondé. Moi c'est dire bariga et nous a fait ta gare benye. On dit kaka, on dit voix. Et bien nous pas photo à moi les deux bralé taillé. Il est mort. Podjo était un évêque redoutable, il est mort. Il est mort. La reine d'Angleterre, elle est morte. Personne n'en parle. Hein? Angleterre, Angleterre, royaume, nous qui nous faisons écouvaï. Kaka, et vient dans l'ETP, personne n'en parle. Donc, habito qui mini, nous coucou mini. Donc, on a dans Facebook dit, ah non, TikTok dit, ah non, vlo, à mon les doigts, les jambes, à mon les CVV. Nous les dénoncer, moi, mais non, à côté à la baie, il y a un coup fort, à bien nous jouons. Il y avait comme que les milliards, il y avait comme. Parce que le régime, moi, il va s'effondrer. Un régime de 57 ans n'a pas d'avenir. C'est un régime qui est au crépuscule de son règne. Et les gens qui sont dans le régime, ils le savent mieux que vous, les petits qui venez mettre votre poitrine sur les réseaux sociaux. À mon compte, le régime améen, ils sont plus préoccupés que vous. Ceux qui sont dans le régime là, ils sont plus préoccupés que vous. Je vous dis que les gens sont dans le régime, ils sont en train de jouer l'auto-visa. Les gens sont dans le régime. S'ils trouvent une occasion aujourd'hui de quitter Fort Assimi, ils vont partir. Ils sont devenus otages du régime. Les gens sont dedans, ils veulent se libérer du régime. Pendant ce temps, vous les petits là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous bombez le torse.
Fort vous connaissez même. Vous connaissez Fort Gnassingbé. Le jour où on va dire, c'est chaud là. Comment on parlait au campus là? Où verras-tu? Où verras-tu? Et ça va chauffer. Que vous le veuillez ou pas. Ça va finir. Tu finis par finir. Tu finis par finir. Donc, vous n'avez pas à exposer votre vie pour des gens qui ne savent même pas qui vous êtes. C'est vrai que parfois on peut vous glisser 100 000, 50 000 pour gérer votre quotidien. Mais ces gens n'ont rien à foutre de vous. Mais les vidéos que vous faites pour soutenir le régime, ces vidéos sont sur la toile. Demain, quand le régime ne sera plus là, les gens vont vous sortir ça. À partir de ce moment, vous allez commencer par bégayer. Vous avez l'impression que vous avez les protéger. Et sur l'Amérique, vous avez protégé. Il y a des vies que les réseaux disent, parce que Midjessi formé son réo, les cas vélo, Midjessi ministre d'eau, on en a mis bon d'essence, on en a mis 100 000, 200 000, 50 000 sur le week-end, quoi. Vous pensez que vous êtes arrivé. On parle du destin de tout un peuple. On parle de tout un peuple qui souffre. Vous venez sur les réseaux sociaux en mettant votre poitrine devant, en insultant les gens. Tout finit par finir, hein. Tout finit par finir. Et ce régime que vous voyez là, il est plus proche de la fin que du début. Ce régime que vous voyez là, il est plus proche de la fin que du début. Il est plus proche de la fin que du début. Et vous les jeunes qui avez 30 ans, 28 ans, 40 ans, vous n'avez aucun intérêt à soutenir les gens qui vont tomber bientôt. Vous n'avez aucun intérêt. Mais c'est un risque que vous prenez. Vous êtes libre de prendre le risque que vous voulez. Mais demain, quand il y aura le retour du bâton, ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Donc, la situation aujourd'hui de notre population, elle est inquiétante en termes de misère. Nous devons être tous préoccupés par ça. On doit être tous interpellés. Même ceux qui mangent 3 fois par jour doivent être inquiets de ceux qui ne mangent pas. Quand vous êtes dans un quartier et que chaque jour, dans votre quartier, vous tuez un mouton et vous braisez le mouton et que l'odeur du mouton va dans la maison des gens qui sont à côté qui ne mangent pas, un jour, ils vont venir vous attaquer. On ne tire aucune fierté à être riche dans un océan de misère. On ne tire aucune fierté à être riche dans un océan de misère. Donc, ceux qui mangent même 3 fois par jour, là, soyez inquiets de ceux qui ne mangent pas une seule fois par jour. Ceux qui mangent 4 fois par jour, soyez inquiets de ceux qui ne mangent pas du tout par jour. Ceux qui ont tout, soyez inquiets de ceux qui vont ramasser la nourriture sur les dépotoirs pour manger. Soyez très inquiets. Dans un pays où une minorité a tout et la majorité n'a rien, ce pays est condamné à être demain dans une situation ingérable. Dans un pays où la minorité cumule tout et que la majorité n'a rien, ce pays va être dans les incertitudes. Ça va bousculer. Et c'est ce qui se passe au Togo. Tous les ingrédients sont réunis au Togo aujourd'hui. Tous les ingrédients sont réunis au Togo aujourd'hui. Donc, que des Togolais, dans leur dignité, dans leur fierté, les Togolais, ils n'en ont même plus, au point qu'ils aillent sur un dépotoir, prendre du riz pour manger. Ça doit interpeller la conscience de nous tous. Ça doit interpeller la conscience de nous tous. Ça doit interpeller la conscience de nous tous. Moi, je suis un journaliste, hein. Je ne suis pas un activiste. J'ai l'habitude de vous le dire. On parle avec beaucoup de gens, on a des sources.
Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de personnes qui sont fatiguées de ce régime en étant à l'intérieur. Ils sont eux-mêmes otages du système qu'ils ont créé, qu'ils ont nourri, entretenu. Une attente que nous, on vient les délivrer. Ils sont là dans le direct, hein, avec des faux comptes en train de suivre. Ils sont pleins dans le direct, avec des faux comptes en train de suivre. Ils sont autant inquiets que vous. Ils ont de l'argent, ils se sont enrichis, ils ont un peu de tout, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont au service d'un seul individu. Ils ne savent pas quand est-ce que l'individu va les libérer demain pour qu'eux puissent aussi faire leur vie. Il y a des gens qui sont dans le système, ils voient comment on arrache leurs femmes. On couche avec leurs femmes. Ils n'ont pas le pouvoir de dire quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont dans le système, ils voient comment on prend leurs biens. Ils ne peuvent même pas parler. Tous ces gens-là, ils sont fatigués. Parce qu'on a pris leur dignité. On a pris leur fierté. Vous avez quelle fierté quand vous êtes un homme et vous savez que quelqu'un couche avec votre femme et que vous ne pouvez rien dire? Vous avez quelle fierté? Et que vous vous mettez ensemble à table avec la même personne pour manger? Vous avez quelle fierté? Donc, ce que vous voyez là, il y a rien de solide dans ça. De l'extérieur, on donne l'impression que c'est solide. Mais, pour qu'un régime tombe, pour ceux qui ont fait les relations internationales, qui font de l'analyse politique, pour qu'un régime tombe, il faut des facteurs exogènes et externes. Internes et externes. Des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Aujourd'hui, le pouvoir togolais, il coche toutes les cases. Le pouvoir togolais coche toutes les cases de tous ces facteurs-là. Le pouvoir togolais coche toutes les cases de ces facteurs exogènes et endogènes. Donc c'est un régime qui peut tomber à tout moment. Et Faure Gnassingbé, lui, il peut prendre l'hélicoptère et partir, hein, parce qu'il est là, l'hélicoptère à la présidence ou quelque part. Il peut monter dans un hélicoptère et partir. Vous, les petits présentins là, qui bombez le torse là, vous ne pouvez pas fuir. Hein. Vous voyez l'aéroport de Lomé là. L'aéroport de Lomé là. L'aéroport Gnassingbé, il y a des mains de Lomé là. Si la foule est déchaînée et décide de ne pas faire décoller un avion là-bas, c'est en 5 minutes. Même pas. Même pas. Même pas. Puisque quand il pleut, le mur même tombe. Le mur du côté du cimetière tombe quand il pleut, puisqu'ils n'ont même pas été capables de goudronner les rues tout autour de l'aéroport pour soutenir le mur. Le mur même tombe. Il suffit de pousser le mur là-bas et de mettre 4 motos sur la piste. Aucun avion ne va décoller. Les gens iront vous chercher dans vos maisons, un à un. Les gens iront vous chercher dans vos maisons, un à un. Un à un. Il suffit de mettre 4 motos sur la piste là-bas, aucun avion ne va décoller. Vous allez courir comme Usain Bolt. Même Usain Bolt, c'est rien ça. Plus que Usain Bolt. Donc, quand vous posez des actes là, il faut penser à demain. Et demain, ça peut vous surprendre à tout moment. Donc, nous les Togolais, on doit être vraiment, vraiment inquiets de ce que notre population est devenue, de la misère dans laquelle baigne notre peuple, de la misère dans laquelle notre peuple se trouve. Nous devons être très inquiets. Nous devons être très inquiets de ce qu'est devenu aujourd'hui le Togo, en termes de dépravation dans tous les domaines. La boisson, le sexe, le prosélytisme, les jeux de hasard. Tout ce qui est immoral se trouve aujourd'hui au Togo, se déroule au Togo. Les gens qui sont avec les mêmes femmes, qui couchent avec les mêmes femmes, qui s'échangent les copines, tout se passe dans notre pays. Tout se passe dans notre pays. Et dans ce pays, on a des hommes religieux qui ne disent rien. Tout se passe dans notre pays. C'est pour ça que je vous dis, Sodome et Gomorrhe n'ont même pas atteint le niveau du Togo avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur eux. Mais nous, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Et donc, un pays dont le... Comment on appelle ça? Un pays dont l'égrégore, un pays dont
je ne sais pas, l'égrégore est souillé, ce pays ne se développe pas. Un pays qui est souillé ne se développe pas. Un pays dont tout le côté spirituel est souillé ne peut pas se développer. Ce pays 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 ne peut pas se développer. Donc voilà ce qui arrive. Donc j'ai fini avec le riz avarié et c'est vraiment dommage. Et comme toujours, il n'y aura pas de responsabilité. Parce que la brasserie va s'en tirer à bon compte. Parce que les Gnassingbé sont actionnaires à la brasserie de Lomé. Ils sont actionnaires. On a des dirigeants qui ont le goût de l'argent, qui ont une frénésie de l'argent, qui recherchent l'argent, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec l'argent. De l'argent au détriment du peuple. Dans tous les secteurs aujourd'hui, vous avez les gens du pouvoir qui ont des intérêts. Dans tous les secteurs à Lomé. Dans tous les domaines à Lomé, vous avez les dirigeants qui ont mis de l'argent. Ils sont actionnés dans tout. Dans tout ce que vous avez à Lomé aujourd'hui, il y a les gouvernants qui ont des intérêts. Et tout ce qui les importe, c'est de se faire de l'argent sur le peuple. On va entamer je pense, le quatrième sujet sur l'attaque qui a eu lieu à Faouangou, je pense que c'est dans le Pendjal, le 2 octobre dernier. Et comme le gouvernement togolais a décidé de ne plus communiquer sur les incidents à la frontière avec nos pays voisins au nord, nous sommes des journalistes, quand on a une information, on le partage avec la population. D'autant plus que quand il y a des morts d'hommes, on retrouve le visage des gens qui sont tombés au champ de bataille sur les réseaux sociaux. C'est des familles qui sont en deuil, c'est des gens qu'on enterre dans l'anonymat, c'est des gens qui ne reçoivent pas les honneurs dus au sacrifice qu'ils ont fait pour le pays, on les enterre comme des chiens. Et donc, nous avons l'obligation de parler de ces choses-là qui se passent au nord du Togo. Et rappelez-vous que lorsqu'on a arrêté la famille Agba Bertin et qu'ils ont fait leur enquête bidon, ils ont conclu que l'attaque du 20 juillet dernier qui s'est déroulée à Kwekakandi, que c'est la dame Agba Bertin et des gens comme moi, Ferdinand et Olivier Ama qui ont financé cette attaque-là. Ferdinand Haïté qui se cherche dans le monde, qui ne sait même pas où poser sa tête. Olivier Ama aussi qui se cherche dans le monde, il ne sait pas où poser sa tête. Madame Bertin Agba qui est malade et qui est rentrée au pays pour faire le deuil de son mari et se reposer un peu. On a ramassé tous ces gens-là et on a inventé des chefs d'accusation et on les accuse de terrorisme, d'attentat à la sécurité intérieure de l'État avec mandat d'arrêt international. Je vous ai lu les PV ici de nos fameux enquêteurs de la gendarmerie togolaise bien du SCRIC, dans lequel il a été écrit noir sur blanc que Ferdinand Haïté fait partie de ceux qui ont financé l'attaque du 20 juillet 2023 et 24 à Kwekakandi. Je ne sais même pas où ça se trouve. Et donc, aujourd'hui qu'il y a eu une nouvelle attaque, avant cette nouvelle attaque, il y a eu une incursion la veille et il y a eu une nouvelle attaque le 2. Madame Agba Bertin et toute la famille Agba qu'on a gardé au SCRIC, malgré le fait que le dossier soit vide et que tous les juges disent que le dossier est vide, Madame Agba Bertin qu'on a gardé là-bas, est-ce que c'est encore elle qui a financé l'attaque? Vous voyez comment Dieu est en train de vous déshabiller dans vos conneries. La dame que vous avez gardée là-bas et à qui vous avez confectionné un chef d'accusation en nous mettant dedans, en disant que l'attaque en pleine période d'Evala, là, c'est nous qui avons financé ça. Et que c'est nous qui sommes les auteurs de cette attaque-là.
Vous avez maintenant mis la dame en prison. Elle est avec vous à la gendarmerie. C'est elle qui a encore commandé l'attaque qui a eu lieu le 2 octobre dernier. Vous avez toute la famille Agba qui est avec vous là-bas à la gendarmerie. Il y a des gens qui ont fait des démarches, même de l'extérieur, qui sont venus voir pour qu'on puisse libérer cette dame-là. Faure Gnassingbé a refusé. Il a même refusé de recevoir les délégations. Puisque les gens savent que c'est lui qui est en fait la justice au Togo. Puisque les juges disent clairement aux gens qui les abordent que non, que ce dossier est géré depuis l'euro, qu'ils n'ont rien à dire, que le dossier est vide, mais bon, que c'est le patron qui doit décider. Donc, Madame Agba Bertin, son beau-frère et leur cousin, ils sont devenus les prisonniers personnels de Faure Gnassingbé. Puisque c'est Faure qui doit décider. Comme c'est lui qui doit décider pour qu'on libère Omolo, comme c'est lui qui doit décider pour qu'on libère son propre frère Kwacha Gnassingbé, comme c'est lui qui doit décider pour qu'on libère Charles Azumaro, son beau-frère, qu'ils ont jeté en prison, soit disant qu'il en a quelque chose dans la mort de sa femme, alors que tout est faux. Donc, Madame Bertin Agba a fait Zidobo et elle allait encore financer les djihadistes qui ont attaqué la dernière fois. Vous voyez comment la nature est en train de vous déshabiller. Quand vous inventez des choses, vous ne savez pas que ça ne peut pas tenir avec le temps. Cette pauvre dame-là, qui est d'ailleurs même souffrante, qui a raté plusieurs rendez-vous à l'hôpital parce qu'elle a été opérée d'un cancer. Et elle doit suivre comment on appelle ça? Elle doit aller au contrôle. Elle a déjà raté 2 ou 3 contrôles. Vous la gardez en détention. Vous la gardez en détention. Une veuve qui n'a même pas encore fait le deuil de son mari. Qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé tire comme un plaisir en faisant ça? Qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé tire comme plaisir en maintenant quelqu'un comme Omolo Jean-Paul en prison? Il est malade. Vous l'avez arrêté depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est là-bas, en train de souffrir. Vous lui refusez même des soins. Il est en train de mourir à petit feu. Même si on suppose qu'il vous a offensé. Même si on suppose. Si on suppose qu'il vous a offensé. Vous l'avez gardé depuis 2 ans. Ça ne suffit pas pour le libérer. Qu'est-ce que Kwacha Gnassingbé qui est en prison depuis 15 ans? Est-ce que ce n'est pas suffisant pour le libérer? Monsieur Charles Azumaro, que vous avez jeté en prison. Alors que c'est le monsieur même, quand sa femme a fait une crise, a pris sa femme dans son véhicule, il n'y avait pas d'ambulance, sa femme a fait la WC pour l'amener à la clinique Kodom. Et c'est quand ça a dégénéré à la clinique Kodom qu'on l'a amené au pavillon militaire. Parce qu'il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de structure. La dame est décédée. Et comme la dame est décédée, et que sa soeur veut s'accaparer de ses biens, voilà, en accord avec la famille, puisqu'ils sont légalement mariés, on a trouvé des arguments pour maintenir le mari en prison et pour ramasser tous les biens. En fait, c'est la bataille qui est derrière. Les procureurs sont mis à contribution pour le maintenir en prison. Ce fameux procureur Mawama, il est dans le jeu pour le maintenir en prison. Les juges aussi. Et tous ces gens-là en privé, ils disent aux gens, oui, les dossiers là, c'est des dossiers signalés, c'est le patron seul qui décide. Donc c'est Faure qui est la justice au Togo. C'est Faure seul qui est la justice au Togo. Et pourtant, on nous a dit que avec la 4e République, ou bien la 5e, la justice sera maintenant plus indépendante. Faure même l'a dit en Chine. Il disait que la justice va être indépendante, plus indépendante. Alors que c'est lui seul qui passe les coups de fil, qui tire les ficelles, qui maintient, qui est en prison, qui maintient tel en prison. Pour revenir sur le cas de la dame Bertin Agba, c'est elle qui a encore commandité les attaques du 2 octobre là. C'est elle qui est derrière ça. Cette dame, cette pauvre dame et son enfant, ils sont là. Vous les gardez en prison comme ça. Vous tirez quel plaisir? Vous avez tenté de retourner un de ses beaux-frères contre elle. On lui faisait une proposition que elle n'a qu'à dire, il n'a qu'à dire que oui, vous l'avez pris en aparté, vous l'avez cuisiné et vous lui avez proposé qu'il n'a qu'à dire que la dame l'a envoyé au nord du pays à Sokori, à Tapa, on remet de l'argent aux gens. Et en retour, vous allez le libérer. Et le monsieur, le jeune homme, il a fait semblant de jouer le jeu. Quand ils se sont retrouvés devant le juge d'instruction, il a éclaté en sanglots pour dire devant le juge que voilà ce qu'on lui a proposé. Quand il était à la gendarmerie, on est venu le sortir, on lui a proposé un deal. Après avoir pisté ses enfants, on a monté les photos de ses enfants un peu partout. On dit voilà, on sait que ton enfant est en train de passer le BPC, on va te donner de l'argent, il faut accuser la dame et on va te libérer.
Et devant le juge, ce monsieur, il est aussi Agba, il a commencé par pleurer que, monsieur le juge, voilà ce qu'on est venu me proposer, je ne peux pas faire ça contre maman. Et ça, ce sont nos agents de renseignement qui utilisent des gens comme ça contre les gens. Voilà comment ils fabriquent leurs preuves. On prend quelqu'un de la famille, exactement comme on a fait avec Mohamed Loum là. On prend quelqu'un de la famille, on lui propose de l'argent, on lui dit d'accuser l'autre. Et lui, on va le libérer. Et le gars, il est venu éclater en sanglots devant le juge. Et c'est ça la justice de Faure Gnassingbé. Et c'est ça la justice du Togo. Maintenant, il y a de bonnes volontés qui connaissent la famille Agba et qui s'invitent au Togo et pour rencontrer Faure, pour demander qu'on libère la dame, il refuse de la recevoir. Tantôt il est en Chine, tantôt il est ici, tantôt il est là. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui pose ce problème. Parce que c'est lui qui les a gardés là-bas. Donc aujourd'hui, Omolo Jean-Paul est devenu l'otage personnel de Faure Gnassingbé. Et Pacha Gnassingbé, lui, on le sait depuis. Comment il s'appelle? Charles Azumaro, pareil. Et la famille Agba. Parce que justement, jusqu'à ce jour, Faure Gnassingbé qui vit dans la paranoïa n'a aucune certitude que Bertin Agba est mort. Puisque la question qu'on pose à sa femme, est-ce que son mari est vraiment mort? Vous redoutez quelqu'un jusque vous le redoutez dans sa mort? Puisqu'on a posé la question, on continue de demander à la femme d'apporter la preuve que son mari est mort. Mais quand vous avez envoyé les espions au funérailles au Ghana là-bas, vous n'avez pas vu le cercueil? Ou bien vous avez voulu qu'on ouvre le cercueil pour que vous voyez le cadavre? Donc pour eux, M. Bertin Agba s'est évaporé dans la nature, il a quelque chose contre eux, donc demain il va surgir comme un Zorro. Donc si on tient sa femme, il va sortir. Mais vous faites les films, Faure lit tellement les sas que il tourne les films dans sa propre tête. Lui seul, il tourne les films, il invente les scénarios. Vous lisez tellement les sas que vous tournez les films vous seul dans votre tête, les scénarios. Donc, tant qu'ils ne sont pas sûrs que Bertin Agba est mort, il garde sa femme en otage. Mais allez exhumer le cercueil dans la tombe au Ghana là-bas. C'est quoi ce pays où vous avez des dirigeants qui sont tellement durs qu'ils ne veulent même rien pardonner à personne? Même Eyadema dont on parle, il y a des gens qui témoignent, ça c'est le témoignage, hein. Je ne connais pas la part de vérité, mais il y a des gens qui disent, même Eyadema si tu le fonces là, à un moment donné, après il te dit, bon mon frère viens me voir, n'est-ce pas, on s'est brouillé, et puis après c'est fini, et puis vous buvez un coup, et puis c'est fini. Mais avec Faure Gnassingbé, il n'y a jamais de pardon. Il est dur jusqu'au bout. Il est impassible. Il est tranquille. Que des gens meurent, que des gens soient en train de mourir en prison, il est tranquille. Comment est-ce qu'on peut être un dirigeant et ne pas avoir le don du pardon? Il faut penser à demain. Hein? Il faut penser à demain. La manière dont il est froid là, qu'il prie la providence, comme c'est son projet de mourir au pouvoir. Parce que le jour où il ne meurt pas au pouvoir là, ce qui va se passer, la manière dont il est sans, il est dur avec les gens. Cette femme-là, Agba Bertin, c'est une femme qui souffre, qui a le cancer, et qui a été opérée, et qui doit suivre ses traitements, les médicaments. Vous l'envoyez en prison pour un problème que vous avez eu avec son mari. Pour un problème que vous avez eu avec son mari. Où est la logique dans ça? C'est où la logique dans ça? Ce n'est pas surprenant, puisque son propre frère est en prison depuis 15 ans. Et il refuse de le libérer. C'est son frère de sang. Quel que soit ce qui les a opposés, quel que soit ce que son frère a voulu lui faire,
Au moins après 10 ans, 5 ans, 10 ans de prison, il pouvait le libérer. Beaucoup de gens sont intervenus dans cette affaire. Il a promis à tout le monde qu'il va le libérer. Il est toujours en prison. Donc quelqu'un qui traite son propre frère comme ça, celui qui n'est pas son frère, vous imaginez. Mais il faut penser à demain. Demain n'est pas loin. Nous avons nos propres projets. Je peux avoir un projet de mourir au pouvoir. Dieu peut ne pas être d'accord avec moi. Je peux avoir un projet de partir demain dans l'espace. Dieu peut ne pas être d'accord avec moi. Je peux avoir un projet, je ne sais quoi. Dieu peut ne pas être d'accord avec moi. Un matin comme ça, je peux être surpris par la providence. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec les gens peuvent faire la même chose avec moi demain. Les gens peuvent faire la même chose avec moi demain. Ali Bongo, il est en train de pleurer qu'on n'a qu'à libérer sa femme et son enfant. Et pourtant, quand il faisait les conneries là-bas au Gabon, il ne pensait pas à demain. Même quand il a fait la vessie, il était grabataire et il dansait comme ça, il faisait des bêtises. Après quand on l'a pris, il était là à crier make noise, make noise, make noise. À parler un anglais bizarre là, make noise, make noise. Vous avez vu les vidéos d'Ali Bongo, il dansait, il faisait comme ça avec son bras, il disait ouais, je suis solide, je suis ci, je sais, il faisait massacrer les gens. Nous sommes des espèces fragiles. En tant qu'humains, on est fragile. Tout peut nous arriver à tout moment. Et nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Je fais du mal aujourd'hui aux gens. Je suis dur avec les gens. J'ai le cœur dur avec les gens parce que j'ai fait un projet de mourir au pouvoir. Je vais échapper à la justice des hommes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ali Bongo aussi pensait échapper à la justice des hommes. Hein. Alpha Condé pareil. Et d'autres avant eux. Mais ils ont été surpris par le temps. Comme les Grecs le disent, le temps est le tombeau des rois et des princes. Le temps est le tombeau des rois et des princes. Fort lui-même là, il a fait 20 ans au pouvoir. Il est surpris d'avoir fait 20 ans au pouvoir. Il a vu les 20 ans passer comme 20 mois. Parce qu'il se rend compte que j'ai fait 20 ans au pouvoir. Il s'est rendu compte qu'il a fait 20 ans au pouvoir. Les 20 ans sont passés pour lui très rapidement. C'est pour ça qu'il n'envisage pas partir. Il a cru que les 20 ans, c'était l'éternité. Il est en train de boucler 20 ans au pouvoir. Et les 20 ans sont passés pour lui rapidement. Et il se rend compte que j'ai fait 20 ans. Même s'il n'a rien fait de ces 20 ans, il s'est rendu compte que j'ai fait 20 ans. Et que je peux perdre le pouvoir à tout moment. Donc, soyons humains aujourd'hui pour que les autres soient humains avec nous demain. Il y a des gens qui sont dans la diaspora, des gens que vous avez contrés en exil qui ne peuvent pas rentrer aujourd'hui, des leaders politiques, les Tikou Yachadam, les Kofi Yamyam, les Boko, pas mal d'activistes dans la diaspora qui ont eu des parents décédés et qui ne peuvent pas rentrer. Et vous êtes contents, vous dormez tranquille, ça ne vous dit rien. Vous pensez que ces gens-là qui accumulent autant de colère, qui accumulent, demain s'ils ont l'occasion de vous rendre les coups, ils ne vont pas vous le rendre? Un dirigeant, quand même, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur. À un moment donné, il faut prendre de la hauteur pour dire oui, bon, quelqu'un m'a manqué de respect, je lui ai tiré les oreilles, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va, je le libère, il faut qu'il s'en aille, qu'il retourne à ses activités. Tous ces petits jeunes de Tigre Révolution qui sont en train de mourir en prison, les Aziz Goma, tout ça, ils sont en train de finir un à un. Vous êtes content de les voir mourir un à un? Il y en a déjà qui sont à la mort, qui sont dans les casiers de la morgue là-bas. On ne les a pas encore remis à leurs parents pour les enterrer. Et vous, vous buvez le champagne, vous mangez, vous êtes tranquille, vous baisez. Et sommet Magnan. Donc, j'ai fini. Donc, pour revenir à cette attaque, voilà.
pour revenir à cette attaque de Fawergu, bien évidemment, il y a des questions à se poser. C'est une attaque qui a été très violente, qui a fait, on ne connaît pas le nombre de morts exactement, mais Ebomaf a perdu presque 7 à 8 employés et des employés compétents, des gens très compétents, des conducteurs de bulldozers, de pelleteuses, des gens qu'ils ont formés et qui ont été touchés directement par les roquettes qui ont été tirées par les djihadistes. Et selon les informations, ces gens, ils sont venus en masse, au moins plusieurs centaines, dans lesquels il y avait des enfants et des mineurs. Le Togo, pour ceux qui ne le savent pas, a décidé pour stopper l'avancée de ces gens-là, des groupes armés, de construire des tranchées à la frontière. Je ne sais pas si c'est une solution qui est efficace, mais ils ont décidé de construire des tranchées à la frontière. Sur toute la frontière, c'est une frontière qui doit être, je pense, 120 ou 130 km. Donc, il y a des endroits où il y a la ville, comme Sekas et tout ça. Donc, de part et d'autre, ils sont en train de construire des tranchées pour ralentir l'avancée de ces gens-là vers le territoire. Je ne sais pas si c'est efficace. Au Burkina, ils l'ont essayé dans un village, Barsago. Les gens sont venus les massacrer. Mais au Togo, ils ont commencé par construire les tranchées. Ils ont remis le marché au génie militaire. Je ne sais pas si c'est des entreprises au génie militaire. Et les génies militaires n'ont pas pu, ils ont disparu. Ils ont été attaqués une fois, deux fois. Ils ont abandonné le chantier. Et puis après, ils ont fait appel à Ebomaf. Ebomaf, ayant suffisamment de moyens, a déployé son équipe là-bas. Mais ce travail, ce n'est pas un travail d'une société civile. Ce n'est pas un travail qu'on doit confier à une société, quand je dis société civile, c'est une entreprise civile. Nous avons le génie militaire, pourquoi dans notre armée? Quand on fait les défilés là, on fait les défilés le 27 avril, je ne sais pas quoi là, on présente des officiers, on dit qu'ils sont des génies militaires, donc on a été formé, tel colonel a été formé, il est génie militaire, non. On n'a pas le matériel dans l'armée togolaise pour creuser des chantiers. On n'a pas des pelleteuses, des bulldozers pour creuser des chantiers, pour creuser des tranchées de 120 km. Et qu'on est obligé d'aller chercher des civils qu'on va exposer sur ce théâtre des opérations. Parce qu'on est dans une zone de guerre. On est dans une zone de guerre et on amène des civils pour faire le travail. Et les militaires sont là pour protéger les civils. Ça a quel sens? Alors qu'on a un génie militaire, ou bien le génie militaire n'existe plus dans l'armée togolaise. À quoi ça sert le génie militaire? Ça sert à aller construire les bâtiments des maîtresses ou, c'est pas, à aller cultiver les champs des gens. Donc ce travail devait être fait par le génie militaire. Puisque en période de guerre, le génie militaire a son rôle efficace à jouer. Puis c'est eux qui déploient les ponts mobiles, qui déploient qui font les fortifications. Alors, le génie militaire au Togo, ça existe ou pas? Ça a du matériel ou pas? Pourquoi le génie militaire a fui le chantier et on est obligé d'aller chercher Ebomaf pour faire ce travail-là? Maintenant, voilà les gens d'Ebomaf qui étaient sur le chantier et protégés par les militaires. Et quand les djihadistes sont arrivés, ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Ils ont détruit tous les engins d'Ebomaf. Donc, ils ont tué même les conducteurs, tous ceux qui étaient sur les machines. Ils ont trouvé la mort. Les soldats qui gardaient le chantier ont été également touchés. Et on apprend qu'il y a des Turcs aussi qui sont morts. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais expliqué ça une fois ici, que lorsque les histoires de terrorisme ont commencé, ou d'attaques armées, le Togo a fait appel à la Biélorussie. Et les hélicoptères que le Togo a achetés, ce sont les Biélorusses qui conduisaient ces hélicoptères-là. C'est les instructeurs. Ils étaient au quartier de Nassablé. Ils étaient dans une villa là-bas, ils étaient une demi-douzaine, ils faisaient la ronde. Et c'est eux qui pilotaient les hélicoptères. Et maintenant, comme à Nassablé, ils étaient en pleine ville. Avant, la villa qu'on a louée pour lui à Nassablé, c'était la villa où il y avait le colonel, le général, excusez-moi, le général, il y a un général qu'on avait nommé à Dapaon qui était dans l'opération de Kondouaré là. Le général, il est Naouda, le général Kolemaga. Voilà. Donc, c'était la villa qu'occupait le général Kolemaga. Et quand ils ont fait venir les Biélorusses, ils ont chassé le général
Ça aussi, ça a créé des problèmes entre eux là-bas parce qu'ils n'étaient pas contents la manière dont ils ont chassé le général comme un malpropre. Et ils ont remis la villa aux Biélorusses. Ils ont placé les caméras, tout là-bas. Et donc, les Biélorusses étaient là-bas. Et de temps en temps, ils sortaient avec les militaires togolais. Ils allaient sur les théâtres des opérations. Ils conduisaient les hélicoptères. Et comme Nassablé, c'était en pleine ville, donc ça a attiré, ils ont mis les caméras, tout ça a attiré la curiosité des populations. Et ils ont fini par les déplacer pour les amener dans le Pendjal, où on a aménagé un endroit pour eux, pour être pas trop loin de la résidence du préfet. Donc c'est les Biélorusses qui pilotaient les hélicoptères, et c'est des gens qui étaient trop livrés à l'alcool. Et généralement, ça créait des tensions entre eux et la hiérarchie des militaires togolais. Mais depuis le début de l'année, ils ont fait venir des Turcs. Et pour appuyer les militaires togolais en tant qu'instructeurs, je l'avais dit aussi dans un direct, et parmi ces Turcs, il y a des instructeurs, des démineurs, il y avait même des géologues. Parce que pour payer les Turcs, il faut beaucoup d'argent. Entre-temps, ils envisageaient, je ne sais pas s'ils l'ont fait maintenant, de donner une partie de la mine de Naïga, qui est la mine qui produit le manganèse, à ces Turcs-là. Et les Turcs-là, c'est la société Sadat. C'est une société de mercenaires. En fait, c'est la version turque de Wagner. Il s'appelle Sadat. Donc, ces Turcs-là étaient aussi sur le théâtre des opérations. Et selon nos informations, il y en a 2 qui ont perdu la vie. Et donc, cette attaque lâche a coûté la vie. On parle de plusieurs militaires qui sont tués. Et comme le gouvernement ne communique pas, les gens parlent de plus d'une dizaine. Il y a des gens qui parlent de 15. Et Ebomaf a perdu 9 de ses agents. Et les meilleurs agents, des compétents. Et beaucoup de ces agents viennent de Palimé. Beaucoup de ceux qui sont morts, je pense que la moitié ou bien 3 viennent de Palimé, qui sont morts. Et donc, ces gens-là, quel est aujourd'hui ce que l'État va faire pour les indemniser? Alors que ce chantier pourrait être piloté exclusivement par l'armée, par le génie militaire. Par le génie militaire. Donc, voilà cette attaque qui a eu lieu, au-delà du fait que je me suis posé la question de savoir si c'est la famille Bertin-Agba qui l'a encore financé. Tout le monde sait que le sud du Burkina s'est effondré. L'État burkinabé ne contrôle plus le sud, et donc les djihadistes qui ont pris toute cette zone sont en train de progresser vers les pays de la côte en attaquant régulièrement le Togo, le Bénin. Ils attaquent généralement le Togo, le Bénin. C'est pas seulement que le Togo seul qui est attaqué. Ils attaquent le Togo, le Bénin, un peu le nord du Ghana. Et donc, c'est des gens qui veulent élargir leur espace d'opération pour recruter plus de combattants, mais aussi pour avoir des moyens de leur action. Ils veulent étendre leur zone d'influence. Et donc voilà comment Ebomaf a perdu, je crois, 9 de ses agents, des agents, des techniciens, des gens compétents, et qu'on a perdu aussi des militaires pour rien. Maintenant, les militaires, comme l'État ne communique pas, il faut s'attendre à voir les photos de ceux qu'on va enterrer sur TikTok, ou, je sais pas, sur les réseaux. Les gens vont mettre les photos, ils vont mettre RIP, et c'est en ce moment que vous saurez que quelqu'un est mort, qu'on est en train de l'enterrer. C'est vraiment dommage. J'ai plaidé ici pour qu'on crée un cimetière des militaires. Vous avez des casernes, vous avez des camps qui sont sur 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares. Vous pouvez prendre un petit endroit pour créer un cimetière des militaires. Et quand un militaire tombe sur le champ de l'opération, vous lui rendez au moins un minimum d'honneur. Vous l'enterrez dans le cimetière des héros de l'armée. Vous l'enterrez dans les cimetières des héros de l'armée. Même ça, vous n'êtes pas capable de faire ça. Même ça, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable d'aménager un cimetière dans une caserne. Pour enterrer les gens qui meurent. Dès qu'on ramène les corps, on leur donne à leurs parents. Chacun va enterrer comme il veut. Après, on voit des vidéos des gens en train d'enterrer leurs enfants. Sans aucune assistance. On ne voit même pas de préfet, personne. Et vous voulez que la troupe ait comment le moral pour continuer par faire le combat contre ces gens-là? Comment voulez-vous que les gens soient déterminés à combattre? Quand ils meurent sur le champ d'honneur, vous ne leur faites pas des honneurs. Vous ne les enterrez pas dignement. Vous ne les enterrez pas dignement. Parce que derrière, c'est des veuves. C'est des orphelins. Si vous les enterrez comme ça, vous en foutez de leur enterrement. Quand ils viennent des orphelins, des veuves, ça veut dire que vous ne les regardez même pas. Et ça, ici, j'ai dit ça plusieurs fois. Vous avez un camp qui est
à Gouin là-bas, le camp Fil, qui est sur des centaines d'hectares. Vous ne pouvez pas prendre un hectare pour faire un cimetière. Vous avez le camp de Témédia, qui est sur des hectares de ne pas finir. Vous ne pouvez pas faire un petit cimetière. Le camp Landia, vous ne pouvez pas faire des petits cimetières où vous enterrez les soldats qui meurent au champ de bataille pour leur rendre honneur. Ça aussi, vous êtes incapable de le faire.